Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Restez calme, nous allons parler de la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Et bien évidemment, nous voudrions avoir la paix en les autres et jamais en nous. Mais que nenni, c'est des choses qui nous sont apprises, nous dit-on, depuis le petit matin quand on est encore dans notre berceau. Avec nos 4 invités, nous allons donc revenir sur ce sujet, la paix, l'éducation à la paix. Et quand on parle d'éducation, forcément, on parle des jeunes, des plus jeunes, mais les moins jeunes en ont besoin, vous le verrez tout à l'heure. Nous recevons nos invités ensemble. Monsieur Jean-Célestin Edjanguet, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le seul homme sur le plateau, donc je vous fais cette fleur-là. Vous êtes journaliste, sociologue, essayiste. Je ferme la parenthèse, mais il y a d'autres fonctions derrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez à votre actif tout plein d'ouvrages sur, justement, la paix, la jeunesse notamment. On le verra tout à l'heure. À vos côtés, Marie-Pierre Lescure, bonjour. Bonjour. Merci madame d'être là. Vous êtes psychopédagogue, directrice pédagogique de EducAct. Et avec vous, on peut dire, t'as tout compris. Sans familiarité aucune, on reviendra dessus tout à l'heure. Avec nous aussi, Marion Amoussou. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice éducation à la paix de HWPL France. Avant cela, vous étiez la directrice de HWPL Côte d'Ivoire. Et vous allez nous parler d'éducation à la paix. Et enfin, roulement de tambour pour vous aussi, Lara Scarlett Gervais. Madame l'exploratrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi la fondatrice de Odyssée Éducation et puis aussi Héritage et Civilisation. Héritage et civilisation, tout un programme. Nous allons donc ensemble recommencer par regarder une de vos vidéos justement sur ce que vous faites. C'était à Levallois-Perret auprès des tout-petits. C'est bien comme cela pour la mise en bouche. On regarde ceci ensemble là tout de suite. Les clés de compréhension du monde à notre jeunesse, c'est lui permettre de devenir actrice d'un futur de paix. Face aux tensions et aux guerres, du Yémen à l'Ukraine, du Soudan à Gaza, éduquer à la paix est devenu une priorité. Mais pour la construire, il faut d'abord se connaître, comprendre son histoire, sa culture, afin de pouvoir accueillir et respecter celle des autres. Des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance. Merci donc pour cette mise en bouche, monsieur Edjanguet. Je vous laisse rebondir sur ce que vous avez entendu. Il faut se connaître soi-même. Voulez-vous réagir, je vous prie? Oui, alors d'abord je voudrais tirer mon chapeau pour ce reportage, en tout cas ce début de reportage que nous avons vu, qui est très intéressant parce qu'effectivement, comment éduquer à la paix si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas son histoire? Et je crois que ce que l'Odyssée fait à travers cette sensibilisation, c'est aussi amener les tout-petits d'abord, mais pas que, à connaître qui ils sont, à connaître leur histoire. Et cette histoire est forcément aussi liée à l'environnement dans lequel chacun d'eux vit. Si on ne peut pas se connaître soi-même, on ne peut pas connaître l'environnement dans lequel on vit, on ne peut pas donc connaître les autres. C'est montrer que l'éducation à la paix ne concerne pas seulement l'individu dans son cercle de vie ou dans son milieu de vie. Cette éducation concerne chaque individu, donc des individus ensemble, et ensemble dans le milieu dans lequel ils vivent. C'est ce que je pense. Parole à vous, Marie-Pierre Lescure. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit en images et ce que nous dit M. Edjanguet? Alors absolument, aller d'abord installer la paix en soi, c'est la première chose que l'on s'évertue à faire au niveau des enfants, avec une focale très centrée sur eux-mêmes, c'est-à-dire que, bon, ce que je dis n'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'autres penseurs comme Krishnamurti, il y a bien longtemps ont pu le dire, nous sommes l'issue de conditionnements qui nous ont amenés à nous déconnecter de nous-mêmes. Et pour exemple, un enfant de 3 ans est traversé par des émotions et il les accueille et voilà. Et après, il a à apprendre, si on lui permettait ça, de quoi tu as besoin à travers cette émotion. Mais il ne fait aucune censure sur l'émotion qu'il traverse. Or, l'éducation, très vite, pose une censure avec la manière dont on doit être
Donc on doit être calme, on doit se reprendre, et du coup on bloque les émotions à l'intérieur de nous, et ce n'est pas nouveau. Et des adultes aujourd'hui en sont malheureusement les victimes, avec des choses qui ne sont plus en résonance avec qui on est vraiment. Et ce que l'on bloque, c'est ce que l'on appelle la frustration peut-être, parce que ça n'est pas exprimé. Alors, frustration, mais accumulation. Oui. Si on me marche sur les pieds et puis que je dis bon, et que je n'exprime pas pour des tas de raisons, des tas de croyances qui se sont installées en moi et qui font que je bloque cette émotion de la colère, qui est légitime. Hein, tu me marches sur les pieds, stop, arrête. Ça peut être tout simplement la douleur, plus que la colère, non? Il y a de la douleur, mais... On marche sur le pied, c'est aïe normalement d'abord. Justement, parce que ça passe par le corps. Oui. Et de ce aïe, c'est-à-dire comment je fais pour pas que ça se reproduise? Je ne mets pas mon pied, il faut pas... Je m'exprime sur ce qui s'est passé. Je demande à ce que l'autre fasse attention à moi. Oui. Donc en fait, il y a quelque chose d'une souveraineté à retrouver par rapport à qui on est, sur la manière dont on interagit avec les autres. Nous retenons de ce que vous dites souveraineté, et ça n'est pas peu que de le dire, parce que justement au nom des souverainetés, et là on pense souvent aux nations, on en oublie la souveraineté individuelle de chaque être humain, ce à quoi chacun normalement est légitime. Et c'est le travail que vous faites, donc vous l'avez décrit, on reviendra dessus dans un petit moment, dans le cadre de Educat, et vous nous en parlerez de ce t'as tout compris qui est important et qu'il vaut mieux avoir implémenté en soi quand on est enfant. Je voudrais vous laisser la parole, Marion, sur ce que vous avez vu et surtout sur ce que vous faites. Est-ce que cela fait écho à votre expertise de terrain ? Effectivement, déjà félicitations à Scarlett pour le travail qui a abattu. Je pense que c'est très important à ce travail qui est fait. L'éducation à la paix, on en parle peu. L'UNESCO a commencé à en parler il y a quelques années et de plus en plus d'actions sont menées. Et donc nous, au sein d'HWPL, donc non seulement HWPL France, mais aussi en Afrique, donc en Côte d'Ivoire où j'en ai eu la charge pendant 3 ans, et dans d'autres pays comme le Mali, le Maroc, la Tunisie, mais aussi l'Algérie. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir lier donc l'éducation, mais aussi l'éducation et la culture. Donc pourquoi je parle de culture? Donc ce que M. Edjangué a dit fait écho à ce que je pense aussi. Parce que chacun d'entre nous, eh bien, nous avons une culture qui nous est propre. Et de par notre culture, nous avons des valeurs, nous avons une façon de nous comporter, nous avons une façon d'agir. Et donc l'éducation à la paix que nous menons, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment instaurer ce que nous appelons la culture de paix. Et donc à HWPL, au travers d'un curriculum qui a été fait avec des experts dans le domaine de l'éducation, eh bien, nous véhiculons ces valeurs-là. Donc c'est 12 leçons qui prennent plusieurs formes différentes. Ça va être sous forme de jeu, ça va être sous forme d'activité, ça va être sous forme de leçons des fois aussi. Mais ça, c'est moins intéressant souvent pour les enfants. Bien sûr, dès qu'il y a leçon, ça devient coercicite. Et c'est déjà tout autre chose. Oui. C'est ça. Et donc l'idée derrière, c'est de vraiment véhiculer ces valeurs-là. Et pareil, ce que Marie-Pierre a dit me parle beaucoup parce que ce que nous voulons, c'est que vraiment les enfants puissent nommer leurs émotions, les comprendre et vraiment pouvoir s'exprimer. Parce que ce que le président d'HWPL dit tout le temps, c'est que la paix commence d'abord par nous. Donc ce n'est pas chercher la paix au travers des autres, au travers de leur attitude, mais d'abord nous-mêmes, nous devons devenir des artisans de paix. Et avant de devenir un artisan de paix, il faut en comprendre les rouages. Pourquoi je dois être un artisan de paix? Donc l'expliquer à des enfants, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils sont ouverts. Et nous pensons sincèrement qu'en éduquant, en partageant ces éducations à la paix-là, à ces enfants-là, eh bien plus tard, au fait, ça va être une génération qui pourra avoir de l'impact et qui réellement pourra changer les choses. C'est de l'optimisme, de l'utopisme, qu'est-ce qu'on vous dit souvent? Vous nous direz tout à l'heure. Bon, alors, cadeau pour vous, Madame l'exploratrice. Vous avez entendu ce qui s'est dit, vous vous déplacez dans le temps, dans l'espace et dans la sémantique. Je voudrais, alors que vous nous parlez de cette odyssée et puis de héritage et fondation, c'est bien cela, et civilisation, que l'on voit à l'écran en même temps vos déplacements sur la planète. Alors, peut-être que je vais vous expliquer comment est né en fait ce projet, parce que pour moi c'est un projet qui est porté par toutes les rencontres que j'ai faites partout dans le monde. Donc en fait j'ai parcouru le monde en général seule avec mon sac à dos. J'ai voulu comprendre le monde dans lequel je vivais, et pour comprendre le monde il faut être sur le terrain. Je pense que c'est le lien à la réalité qui est quand même qu'on perd de plus en plus en ce moment, et à la spontanéité, à la rencontre, à la véritable rencontre et pas à la rencontre par écran interposé. Donc tous ces voyages où mes plus belles leçons de vie m'ont souvent été données par la jeunesse, parce qu'elle n'est pas encore conditionnée, on va dire, à nos sociétés, et donc elle peut aussi aborder des sujets de façon très authentique, et c'est cette authenticité, je pense, qu'on perd aussi, qui a été un des moteurs. Et en fait, dans tous mes voyages, petit à petit, j'ai été dans des zones de plus en plus conflictuelles.
Et ce projet est vraiment né en Syrie. En fait, pour moi, c'est vraiment le pays, voilà, de ma révélation, de mon engagement au service de ce projet. Alors, ça naît d'un constat. En fait, en 2016, j'ai participé à l'évacuation du musée de Palmyre. Et lors de cette évacuation, avec les archéologues syriens, j'ai pu vivre dans ma chair la force unificatrice, en fait, du patrimoine. J'ai vu combien toutes les communautés du pays, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, alaouites, ismaéliennes, travailler ensemble en fait pour préserver ce qui restait au sein de leur pays et de leur patrimoine. Donc ça a été un premier constat. Après, durant ce voyage, je suis passée à côté d'un attentat, donc il y a une grosse remise en question. Je me suis dit, mais pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Quel est le sens de ma présence ici? Et cette quête de sens, je pense qu'elle est importante pour la jeunesse, pour chacun d'entre nous. Et je me suis retrouvée dans une famille syrienne à Homs, des gens, donc une famille de médecins qui auraient pu quitter en fait leur pays, mais qui ont décidé de rester pendant la guerre en Syrie pour accompagner, aider leurs compatriotes. Et dans cette famille, j'ai rencontré, donc ils ont 3 filles, et la dernière de leurs filles me dit « j'ai 6 ans et j'ai connu que la guerre ». Et le jour où elle m'a dit ça, je me suis faite la promesse qu'elle pourrait communiquer avec d'autres enfants dans le monde. Et c'est comme si tout s'est aligné, en fait, tous ces voyages partout dans le monde. Et ben, je me suis dit... C'est comme si vous compreniez tout d'un coup pourquoi vous étiez en train d'explorer le monde. C'est vraiment la révélation, si j'arrive à le dire. Oui, chaos dans ma tête à moi aussi. Jean-Célestin Djang. Et je vous laisse donc nous parler de cette paix sur laquelle vous travaillez sans relâche et surtout sur la jeunesse partout dans le monde. Vous l'avez décliné. On va voir vos ouvrages aussi s'afficher à l'écran. Pourquoi tantôt la Guinée, tantôt tel ou tel pays? Qu'est-ce qui vous donne envie d'apporter, de prodiguer cette paix à cette jeunesse? Alors, puisque la paix, c'est la jeunesse elle-même, en fait, oui. qui me passionne depuis une vingtaine d'années, j'ai décidé de m'intéresser, je dirais, à cette communauté-là, parce que je me suis rendu compte que, en fait, l'essentiel de la population mondiale est extrêmement jeune. Plus encore, la population africaine, où on a, sur un continent de 1,3-1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, 70% de la population qui a à peine 25 ans. Ça, c'est l'Afrique. Et on constate que cette population n'est pas tellement représentée dans les instances de prise de décision, là où les choses doivent se décider, là où ça doit se passer pour justement prendre en compte l'avenir. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance. C'est l'avenir. Et si on ne prend pas en compte cette majorité de la population, ce qu'elle veut, ce qu'elle entend, de quoi elle rêve, ses aspirations, je me demande où est-ce que va aller le continent africain. Et c'est ça qui m'a, très jeune d'ailleurs, hein, j'avais 13-14 ans, quand j'ai décidé à la fois d'être journaliste et ensuite de faire de la sociologie et de l'histoire. Quand on a 13 ans, c'est ce que c'est que la sociologie. Alors, vous avez dit ensuite. J'ai dit ensuite, oui, ensuite. C'est d'abord, j'ai commencé par dire que je vais être journaliste. Alors, une anecdote rapide pour ne pas monopoliser la parole. 2 faits m'ont poussé à être journaliste. Le premier fait, on est en 1979. Le président Giscard d'Estaing vient au Cameroun pour faire une visite d'État. Il est accueilli à Douala par le président Ahidjo, le premier président du Cameroun à l'époque. Et nous, j'étais en classe de 6e, au lycée de Newben, nous étions la première génération de garçons à y fréquenter, avant ça s'appelait le lycée de jeunes filles, et on nous amasse le long du parcours de l'arrivée du président. Pour faire la haie d'honneur. Pour faire la haie d'honneur, depuis 8h30 du matin, pour un vol qui est arrivé à 17h à Douala, c'était le Concorde, il ne faisait pas beaucoup de bruit, mais nous on avait très chaud, il faisait 30-35 degrés à Douala. J'ai vu mes petits camarades du lycée tomber comme des mouches. Ils avaient soif, ils ne pouvaient pas boire de l'eau. Et ça m'a tellement horripilé, j'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser les enfants mourir parce que... Vous avez dit, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est là? Puis je me suis dit, ben, il faut que je demande à mon père. Pourquoi on est obligé de mettre les enfants à 12-13 ans dans la rue pour aller attendre le président de la République? Et c'est là que vous dites, je serai journaliste. J'ai dit, oui, parce que papa m'a expliqué que c'est l'État qui décide, et quand l'État décide, on doit se taire. J'ai dit, ah non, c'est pas pour moi ça. Bon. Et donc j'ai dit, pour la première fois, je serai journaliste. Et la deuxième chose, et puis je vais arrêter là pour cette intervention, c'est quand papa lui-même, bon, il est nommé directeur général d'une entreprise française, on parle de la camerounisation des cadres, on est toujours dans les années 79-80. Et je vois un reportage qui est fait sur lui par le regretté journaliste Jean-Baptiste Sipa, qui a fait 4 pages
un public reportage en fait, avec des belles photos. Et je lis, je me rends compte que chaque chose est à sa place. C'est le, c'est pas un. Là, c'est pas une. Et j'ai dit, mais comment, qui a pu écrire ça? À l'époque, je lisais déjà Zola et tout ça. Et il me dit que c'est un journaliste, il y a son nom en bas. Et je dis, ben là, je serai journaliste. Bon. Là, la deuxième chose. À vos côtés, quand même, Marie-Pierre, est-ce que je vous laisse réagir à ces enfants qui sont sur le bord de la route pour faire la haie d'honneur, à qui on n'a pas expliqué pour qu'ils puissent se dire qu'ils ont tout compris? Est-ce que ça fait, ça réveille quelque chose? Oui. Oui, bien sûr, aussi, moi, une forme de colère, de dire ils sont instrumentalisés, on les utilise comme décor. Toi, ça fait bien, mais on ne leur pose pas la question de comment ils se sentent, comment ils comprennent cette arrivée, qu'est-ce que ça représente pour eux, pourquoi ils sont là et quel intérêt à être là. Donc en fait, ça c'est vraiment le formatage qui commence très tôt, où on nous dit, comme ce que votre père vous disait, c'est comme ça. Voilà. Donc tu es assis, tu es là et tu ne bouges pas. Moi j'ai un petit-fils qui a 5 ans. Je trouve qu'à 5 ans, dans une école publique ordinaire, il reste assis les 3/4 du temps. Mais pour un enfant de 5 ans, mais c'est totalement, c'est absolument pas. C'est le supplice. On les réprimande s'ils bougent, on les dresse en fait à rester, à accepter la règle qui est on reste assis quand on est un gentil petit garçon, parce que comme ça on va dire à ta maman que tu as un petit carré vert et que tu t'es bien comporté. Et voilà. Et de fil en aiguille, on apprend à respecter une règle qui vient d'ailleurs pour être reconnu par notre groupe familial, culturel, de manière plus large, et qui fait qu'on se perd complètement. C'est-à-dire qu'on peut, et plus le delta est important entre qui je suis vraiment et le personnage que je dois jouer pour être aimé, plus ça crée des conflits à l'intérieur de soi, et c'est ça qui est à l'origine de toutes les souffrances sur cette terre aujourd'hui. Serait-il possible, d'après vous, que chacun puisse tout simplement être qui il sent qu'il est, et puis que ça fonctionne, à la décharge de tous les systèmes qui veulent accompagner les enfants, la jeunesse? En fait, c'est assez... ça pourrait être assez évident, parce que les enfants, quand ils arrivent, ils sont parfaits, en fait. Hein, je disais, ils sont traversés par les émotions, ils ont des besoins, ils sont dans l'écoute aussi de l'autre. Hein. On a parlé des neurones miroirs, on sait très bien que les enfants, à 3 ans, ils sont déjà soucieux de l'autre, ils sont déjà capables de donner un coup de main. Enfin, ils sont déjà présents avec tout ce qu'ils sont, avec tout ce côté souverain qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Bien sûr que ce serait possible, mais pour ça, il faut revoir l'éducation de fond en comble. Parce que les parents ont été élevés autrement, les enseignants ont été élevés autrement. Donc c'est pas que ce sont des mauvais parents ou des mauvais enseignants, c'est-à-dire qu'ils reproduisent un système... Vous le réconciliez avec les téléspectateurs. Ils reproduisent un système qu'ils ont connu. Donc après, de pouvoir prendre conscience de comment eux-mêmes, ils ont des tas de freins, des tas de blocages, des tas de méconnaissances en eux, et que ça aurait pu se passer autrement s'ils avaient été accompagnés dans la petite enfance. Donc il y a effectivement, c'est un gros chantier. Quand on est fâché avec l'éducation nationale, comme ma petite personne, on entend très bien ce que vous dites. C'est comme de l'eau fraîche quand on a très soif. Marion, je vous laisse réagir à cela. Quand on est donc adulte devenu et qu'on est confronté à ce qui nous vient de nous être dit, comment fait-on pour ne pas être contradictoire avec la volonté de pouvoir apporter la paix et emmener les jeunes, notamment, à leur dire tu es qui tu es tout à fait légitime, simplement l'autre à côté aussi, et puis que tout cela soit mis en musique sans qu'il y ait fausse note? Déjà, je pense qu'il faut comprendre l'intérêt, parce que quand on parle de paix, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent que c'est utopique, que c'est un optimisme démesuré, mais nous en avons besoin, parce que nous ne pouvons pas continuer dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, pour moi, il est important que chacun puisse être ce qu'il est. Donc, par exemple, dans les éducations à la paix, il y a une leçon, l'une de mes préférées d'ailleurs, qui parle de la notion de valeur, de rôle et de devoir. Et donc cette leçon, pour moi, elle est parfaite et elle exprime bien ce que Marie-Pierre aussi fait au travers de son association. Chacun d'entre nous, nous devons d'abord connaître notre valeur. Qui je suis, quelle est ma valeur, quel est mon rôle, à quel point je suis important. Et connaître, avoir ce qu'on appelle au fait cette estime de moi-même. Et ensuite, naturellement, quand je connais ma valeur, eh bien, je sais que j'ai un devoir. Je sais que, par exemple, je suis l'aîné de ma famille, donc inconsciemment, je vais prendre soin de mon frère, de ma sœur qui est à côté de moi, du plus petit qui est à côté de moi. Parce que je sais, au fait, quelle est ma valeur, donc naturellement, j'ai un devoir et je dois pouvoir accomplir mon rôle. Et donc, ces 3 là sont liés. Et pour moi, la paix ne devrait pas être décolérée de qui nous sommes. Je peux être ce que je suis, mais je dois prendre en considération l'autre. Ce qu'il est aussi. Exactement, dans sa différence, dans ce qu'il est. Et au-delà même d'avoir de la considération pour l'autre, il faut, donc cette phrase est très connue, la liberté des autres, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bien. Donc à partir du moment où je veux m'exprimer, je peux le faire, mais je dois prendre en considération l'autre. Mais si ma liberté doit s'arrêter, ne pas s'exprimer parce qu'il y a celle des autres, ils sont nombreux autour de moi,
Je pense que, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la frustration de ne pas pouvoir exprimer cela jusqu'au bout et le manifester jusqu'au bout du rouleau peut nous rattraper, adultes devenus. Et quand on est dans un monde un tout petit peu chaotique, où chacun y va de son coup de poing sur la table, ne pensez-vous pas, vous qui avez donc exploré la planète et ce sujet, qu'on est quand même en difficulté? Néanmoins, la violence, qui est donc le contraire de la paix, vous pouvez me reprendre, hein, je ne demande qu'à être convaincu, est quand même célébrée publiquement. C'est-à-dire que c'est à tour de bras qu'on peut démontrer qui on est. Mais je pense aussi qu'on oublie une des clés en fait, de la paix. On ne fait pas assez, on n'apprend pas à faire ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tous les réseaux sociaux, le numérique a aussi beaucoup nourri notre ego, surtout dans les pays occidentaux. Et donc cet individualisme aussi, je pense qu'il faut apprendre à vraiment, pour parler de paix, il faut apprendre aussi à travailler de façon transversale sur différents sujets et surtout à faire ensemble. Et je pense que c'est le collectif aussi qu'il faut mettre, il faut éduquer, sensibiliser sur ces questions-là dès le plus jeune âge parce qu'on voit très bien, enfin moi je vois en portant certains projets, on est trop en fait souvent confrontés à des carrières personnelles, à des agendas personnels au détriment d'une vision, au détriment du collectif et au détriment en fait de cette jeunesse et de cette éducation à la paix qui est en effet de temps en temps, il y a beaucoup de communication sur la paix mais très peu d'action et de réflexion concrète sur le terrain. Très peu de vérité, tout simplement, très peu de sincérité, d'authenticité, parce que voilà, c'est un idéal, disons-le, c'est sexy de parler de paix, d'être mobilisé pour cela, mais dans la réalité et la vérité de la vie et l'authenticité de tout un chacun, rien n'est moins sûr. Mais alors, quand vous dites qu'il faut pouvoir faire avec, que faisons-nous du rejet? Parce que c'est là où il y a le rejet que la paix ne trouve pas son écrin pour se poser. Et j'aimerais bien, avant que l'on regarde cette vidéo que vous nous partagez, la question du rejet et donc du harcèlement aussi quelque part. Oui, parce que notre porte d'entrée était pour arriver à l'éducation nationale, c'était de dire on a une solution pour le harcèlement. Donc du coup on a été écoutés puisqu'il n'y a pas grand chose qui marche actuellement dans ce qui est proposé, même s'ils disent des choses différentes. Mais donc ça a été la porte d'entrée. Et donc ce qu'on a dit aux enfants en fait, c'est que la violence parle d'une souffrance. Et donc je rejoins aussi absolument ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a créé et on les met dans cette dynamique de considérer qu'ils sont ensemble. Et que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils vont pouvoir devenir meilleurs les uns les autres, qu'ils ne sont pas dans un processus de compétition où on les pousse à rentrer, mais de coopération, et qu'en étant dans la coopération, chacun a y gagné. Et donc, ils ont... D'ailleurs, j'ai été très, très surprise au départ quand je travaillais avec les enfants. On leur fait faire beaucoup de mise en situation pour qu'ils ressentent les choses, que ce ne soit pas uniquement intellectuel. Et puis, on leur a parlé en fait d'une situation où, imagine que tu te fais harceler dans la cour par un grand et que tu es en difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, sur une classe, je pense aussi bien en CP qu'en CM2, une classe d'une vingtaine d'enfants, il n'y en a aucun qui dit « j'en parle aux copains ». Aucun. C'est-à-dire, soit ils vont chercher un adulte, dans le meilleur des cas, soit ils vont se faire porter pâle le lendemain pour pas être soumis à cette pression. Mais dans un premier temps, et ça on a pu le constater pratiquement dans toutes les classes qu'on a expérimentées, au départ, ce n'est pas du tout habituel de penser qu'on est tous reliés. Si moi j'ai un problème, eh bien on va faire un groupe, et puis on va faire un groupe d'entraide, et on va réfléchir à la manière dont on va agir. Après, quand ils mettent le doigt là-dedans, ça marche super. Mais peut-être parce qu'on a dit on est seul, on est seul, celui que l'on est, on doit s'exprimer. Donc cette perception de soi, de l'individualité, peut-être fait qu'on fait abstraction de l'altérité, non? Inconsciemment. Mais inconsciemment, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Si on pousse à la compétition, on pousse à devenir meilleur que les autres, à marcher sur les autres pour obtenir le meilleur poste. Donc on est dans quelque chose de rivalité. Ne même pas, en plus c'est complètement faux, mais il y a cette croyance et ça sépare les gens, ça les divise, ça les exclut. Voilà, on va regarder, donc tu as tout compris, si vous ne l'aviez pas encore compris comment ça peut fonctionner, on regarde ceci ensemble. Vous vous mettez en face et vous le dites avec votre cœur. Mulan, tu es un garçon formidable. T'as tout compris, c'est ça qui va t'aider à te sentir mieux, à dire ta colère, à dire tes émotions. La méthode T'as tout compris, c'est pour te
quand tu es énervé, c'est pour te rappeler qu'il y a des méthodes spéciales pour que tu arrêtes de t'énerver et que tu restes calme. Qu'avant, je comprenais pas trop comment les gens ils se comportaient et tout ça et pourquoi. Puis maintenant, au moins, je sais que c'est soit parce qu'ils sont tristes dans leur vie ou parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quoi d'autre comme solution? J'ai besoin de me faire entendre, être écouté sans jugement, ni conseil, parler de mes besoins. L'objet était déjà de dire il y a un problème systémique qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre le problème du harcèlement pour le résoudre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas le résoudre. Donc ça a été ma démarche. En fait, le harceleur et le harcelé ont le même problème. Ce sont deux enfants en fait, qui ont des problématiques d'estime d'eux-mêmes. Et c'est le premier module qu'on aborde avec les enfants. Donc le fait de le nommer, de pouvoir donner des exemples, de pouvoir aussi aborder ça avec bienveillance. C'est simplement se dire, même si moi je sens que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, c'est moi qui ne vais pas bien. Donc les enfants entendent que le bien vivre ensemble, c'est une histoire de tous et que s'il y en a qui dysfonctionnent, peut-être qu'on peut les aider. Voilà, c'est ça, c'est la porte d'entrée. J'avais un groupe qui était très agité, très en conflit. Donc la méthode est arrivée au bon moment. Moi, ça m'a permis en début d'année vraiment d'apaiser tous ces conflits et que les enfants se sentent en confiance et qu'ils puissent parler de leur humeur et de leur ressenti. Des fois, ça arrive qu'ils se sentent nuls, entre guillemets, qu'ils ne s'apprécient pas. Et donc, quand on ne s'apprécie pas, c'est difficile de se faire apprécier par les autres. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'à force d'exercice, on s'entend dire par les copains que on a telle ou telle qualité, à force de se dire que nous aussi on est important, on a des qualités, alors on n'est peut-être pas doué sur telle chose mais on l'est sur d'autres. Et bien au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, ça a beaucoup fonctionné et du coup ils étaient plus à l'aise et plus amenants vers les autres. Avant dans la classe on s'entendait pas très bien parce qu'il y avait des gens qui s'embrouillaient et qui se disputaient un peu. Et maintenant, ça a un peu changé, donc là, maintenant, on se parle. Maintenant, il y a moins d'histoires, moins d'insultes. En fait, ça m'a permis de calmer ma colère. Je mens beaucoup moins qu'avant. Je me suis dit une fois, je suis un garçon formidable, et après, je me suis mis à prendre soin des autres. Et maîtresse, maintenant, elle me félicite beaucoup. Nous avions besoin d'outils concrets. Et justement, le partenariat avec l'association nous permet de mettre en place une pédagogie, en tout cas une expérimentation concrète, avec des outils concrets que les élèves peuvent être acteurs et peuvent se saisir. Pour pouvoir grandir en confiance, il faudrait d'abord qu'on commence par accepter nos différences. Commençons par accepter nos différences. Cadeau pour vous, Monsieur Djangué. C'est un merveilleux cadeau. Encore une fois, merci beaucoup, Marie-Pierre. Et sincèrement, c'est très touchant. Je prends, moi, les mots qui sont revenus souvent. Se connaître soi-même, donc avoir une estime de soi, c'est souvent revenu. Parce que c'est vrai que si on ne se connaît pas, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas. Ça, vous allez tourner ça dans tous les sens. On ne peut pas s'aimer peut-être soi-même, d'ailleurs. Déjà, on est d'accord. Oui. Déjà, oui. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer et encore moins aimer les autres. Donc c'est très important de se connaître. Et je mets ça en rapport avec ce que disait tout à l'heure Marion et Scarlett aussi. Dans un continent, par exemple, je ramène un peu ça à l'Afrique, c'est mon histoire aussi, où les gens ont connu des siècles d'esclavage. Ensuite, la colonisation. C'est pas évident que ces enfants-là se comportent, je dis entre guillemets, comme des enfants normaux. Ça veut dire qu'il y a un travail énorme de plusieurs dizaines d'années à faire pour essayer de déconstruire, donner l'estime de soi. D'abord, déconstruire, se faire connaître, s'aimer, et pour ensuite aimer les autres. C'est très compliqué. Surtout que, y compris dans les manuels d'histoire, pendant longtemps, il y a des choses qui ont été écrites qui sont fausses. Je parle par exemple de l'histoire d'Hannibal et de Pouchkine, son aïeux. Et on nous a fait croire pendant longtemps que Hannibal venait d'une partie un peu du Nil, sans nous dire exactement où, que, non seulement où, mais précisément que c'était la région du Logo-Nechari,
qui, comme tout le monde le sait, se situe entre le Cameroun et le Tchad. Et c'est les travaux du professeur Nyamankou, qui est grand historien béninois, Dieudonné, depuis plusieurs années, qui ont permis aujourd'hui d'avoir cette vérité historique. Et cela aurait vraiment fait la différence, parce que là on parle de ce qui a été masqué, caché, mais on sait très bien que quand bien même les choses sont sur la place publique, que l'on sait, pour autant cela ne fonctionne pas nécessairement. Mais c'est important que cette vérité soit connue, en fait. Parce que ça participe aussi à la construction, à la reconstruction. Mais je réitère ma question, M. Edjangé. Oui. Quand bien même on sait que voici papa, voici maman, voilà d'où je viens, donc il n'y a pas d'équivoque, que pour autant, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Non, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Mais au moins déjà savoir que voici papa, voici maman, et donc je sors de là, d'entre maman et papa. Ça peut aider justement à commencer déjà à avoir l'estime de soi, à se connaître sûrement, à avoir l'estime de soi, et ensuite envisager justement le mieux vivre ensemble. C'est de ça qu'il est question dans ce que fait On a tout compris. C'est comment faire pour mieux vivre ensemble, pour commencer à se parler, pour commencer à... Si on ne peut pas avoir, j'allais dire, entre guillemets, des lois ou des façons de se comprendre entre nous, on ne peut pas avancer ensemble, on ne peut pas mieux vivre ensemble. Et donc on ne peut pas lutter contre la guerre. C'est donc une question résolument identitaire. Puisqu'il faut savoir qui on est avant que de s'attarder à qui sont les autres. Mais pourquoi est-ce que, si on est sur les enfants, la jeunesse précisément, en quoi est-ce que les adultes qui n'ont pas, eux, fait ce processus, qui n'ont pas fait ce qui convient, seraient légitimes pour transmettre convenablement quoi que ce soit? Cela ne vous interroge-t-il pas? Ben après, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Tout à fait. Bon, normal, hein. Et oui. Donc, après, je pense qu'évidemment, c'est toutes les bonnes volontés. Et moi, ce que je sens, en tout cas, depuis nous, c'est un projet qu'on a lancé en 2019. Au début, c'est vrai que quand j'ai expliqué l'idée, en fait, du concept de faire que... on a développé, en fait, une plateforme éducative qui met, donc, c'est l'enseignant qui crée son profil de classe. Donc, il enregistre aussi ses élèves. Il peut enregistrer les parents, ce qui permet de sensibiliser aussi les parents en passant par la jeunesse. Et ça, c'est important parce que ce travail de ruissellement, il se fait dans les deux sens. Et ça, on l'oublie aussi. Et après, nous, au cœur de notre méthodologie, et c'est là où on se retrouve complètement, c'est toujours, en fait, avoir des aventures collectives et, en fait, avoir du concret. Et c'est remettre l'acquisition des compétences au service, en fait, d'une aventure humaine et d'un projet qui soit autour du harcèlement ou qui soit, pour nous, plutôt autour des patrimoines. Il faut savoir que nous, dans l'association, donc le sujet, évidemment, c'est de travailler sur le patrimoine de proximité. Après, c'est des groupes de classe qui vont travailler ensemble. Donc, au sein de la classe, on travaille ensemble en passant par la création artistique et culturelle, sur la notion de patrimoine qui est rattachée à la Convention de l'UNESCO de 72. Donc, on parle de patrimoine naturel, culturel, mémoriel et immatériel. Parce qu'en France, beaucoup, quand on parle de patrimoine... C'est des sonnantes et des trébuchantes, c'est des héritages, c'est des legs. Et d'ailleurs, souvent, quand je pose des questions aux jeunes, la première définition qu'ils me donnent, c'est celle-là. Donc après, il faut les emmener sur une autre définition. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer, en fait, d'avoir des projets, en fait, de passer par la création ensemble et d'aller aussi vers l'autre. En fait, et c'est vrai que ces questions, en fait, d'aventure humaine et de concret pour les élèves, c'est ça qui fait que derrière, on a vraiment du résultat. Bon, dans Lady vous écoute, nous sommes disruptifs, n'est-ce pas? Alors, les institutions internationales, parlons en 30 secondes et demie tout de même, sans vous fâcher avec personne, en tout cas, j'assume pour ma petite personne, oui, qui ont quand même tous les moyens d'asseoir, je dis asseoir, pas d'imposer, d'asseoir la paix, souvent sont pris en flagrant délit de « oups ». Ne serait-ce pas comme si, finalement, le contraire de la paix était entretenu, pour ne même pas dire qu'il est volontaire. Et donc, dans ce monde d'adultes où les choses seraient ainsi, pensons-nous que les jeunes, les tout petits, je n'en parle même pas, ne verraient pas la différence et la nuance, la subtilité de tout cela, Monsieur Edjangé, Madame Pierre, enfin, je sais pas, moi. Je pense que ça dépend... Allez-y, je vous prie, jetez-vous à l'eau. Je vais me jeter à l'eau. Mais je pense que ça dépend aussi de... déjà, les enfants, on les éduque, et je pense qu'il faut croire aussi au fait que les enfants peuvent éduquer plus âgés. Donc, les enfants peuvent éduquer des adultes. Dites-le aux adultes. Non, j'ai un exemple très parlant. Moi qui m'avait beaucoup marqué, on avait donc fait un programme d'éducation à la paix avec une école en Côte d'Ivoire, donc avec des enfants. Et il y avait une leçon qui parlait de l'importance de la nature. Donc c'est une très belle leçon avec de belles images, à quel point la nature est précieuse, elle est belle, etc.
Et une semaine après, il y a un père qui vient voir une de ses enseignantes, donc qui parle avec l'enseignante et qui dit « mais je ne comprends pas systématiquement quand je jette parce que bon, c'est en Côte d'Ivoire, bon, malheureusement des fois en Afrique on est très à l'aise avec le fait de jeter non mais partout. un peu partout. Non mais partout. En vrai, même partout. Non mais partout. Ici, hein, Sinon il n'y aurait pas de poubelles dans les rues. Bah oui, c'est Enfin, clair. donc je veux dire, C'est vrai qu'il y en a vous êtes pas. prise en flagrant délit d'autoflagellation. Allez-y madame. Non, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. À peine. Et donc, Ne rougissez pas. heureusement ça ne se verra pas. Ce serait le reflet du beau. Et du coup, il avait l'habitude de jeter des affaires par terre, du papier, peu importe. Et systématiquement, l'enfant le récupérait et le mettait dans sa poche. Et donc, il est venu voir l'enseignante, il a dit « mais je ne comprends pas, mon enfant, ça fait une semaine qu'il a ce réflexe-là ». Et l'enseignante lui explique ce qu'il a appris. Et tout d'un coup, en fait, ça a fait tilt pour lui. Et à partir de ce moment-là, pour lui, c'était totalement normal, dès qu'il est avec son enfant, de garder le déchet, de le jeter après à la maison. Et c'est devenu un réflexe. Et il a dit, donc même quand mon enfant n'est pas avec moi, Je ne jette j'ai plus. pris l'habitude, c'est ça, je le fais. Donc Bon. je pense qu'il faut avoir cet espoir-là. Et dans un second temps, au fait, ne pas trop compter aussi sur ces organisations internationales. Ça ne veut pas dire que se dire que voilà, Vous allez vous faire des amis. ne pas se dire qu'elle ne devrait pas faire ce qu'elle doit faire. Je pense que chacun doit jouer son rôle et je le crois sincèrement. Mais je pense que chacun d'entre nous devrait être conscient aussi de notre responsabilité. Par exemple, Scarlett qui allait faire le tour du monde, moi je trouve ça génial. Hein. Ça devait être très chouette. À ses risques et périls. Je trouve ça très courageux, mais bien sûr tous les jeunes n'ont pas besoin ou ne veulent peut-être pas faire le tour du monde, mais à notre échelle, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel rôle nous pouvons jouer? Quelle responsabilité nous pouvons avoir? Je pense que déjà si on arrive à le faire, si on arrive à le conscientiser, il y aura beaucoup d'évolution déjà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et faire le tour, à défaut de faire le tour du monde, on peut faire le tour de son petit monde et ça n'est déjà pas rien parce que souvent c'est un véritable champ de bataille, une véritable zone de conflit qui mériterait qu'on soit artisan de paix. Mais tout de même, je vous laisse prendre la parole sur quand même les institutions, toutes autant qu'elles sont. Elles ont, je le redis, les moyens de faire autrement que comme on le voit et ce qu'elles ne parviendraient pas à faire, les individus, les jeunes, les enfants seraient ceux qui devraient pouvoir le faire. Les institutions, c'est un peu comme dans le temps on parlait de l'État-providence. C'est-à-dire que dans le temps, on disait que l'État a les moyens de tout faire, il a les moyens de venir aider à l'éducation, de protéger l'environnement, de lutter contre la pauvreté. On sait très bien que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et les institutions, c'est bien qu'elles existent, mais j'allais dire qu'elles n'existent que pour elles-mêmes, dans la plupart des cas. C'est leurs propres intérêts pour continuer à maintenir des fonctionnements qui les arrangent. Pas forcément pour répondre aux besoins des populations, on le sait. Quel que soit le domaine que vous allez prendre, vous allez vous rendre compte que ces institutions, encore une fois, c'est bien qu'elles existent, mais elles ne répondent pas toujours, ou alors répondent que très peu, aux besoins, aux réalités concrètes dont les populations souffrent en fait. Que ce soit au niveau de la paix, que ce soit au niveau de l'éducation, avec ce que fait l'UNESCO, qui est formidable. Mais qui n'est pas assez, qui n'est pas suffisant. Je veux dire, ça saute aux yeux. Que les besoins sont beaucoup plus énormes, si j'ose dire, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, que ce que les institutions peuvent faire. Mais elles ont droit d'exister. Il faudrait juste qu'elles soient un peu plus à l'écoute des besoins des populations, parce que c'est quand même parce que ces populations ont des besoins que ces institutions doivent exister. Sinon, il faudrait qu'elles ferment les portes. Un peu plus à l'écoute des populations et un peu moins dans le rapport de force parce que ces institutions internationales ont des départements pour gérer ces aspects-là, mais leur fonction première finalement et manifestement n'est pas tout simplement cette approche angélique que d'apporter la paix, là où il n'y en a pas. Ça Madame saurait. Lescure. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, une copine sur ce plateau. Non, moi, je pense que le changement s'opère déjà, doucement. Et je pense qu'il passera par les citoyens, il passera pas par les États, il passera pas par les fondations, il passera pas... Bien sûr, ça peut être soutenant à un moment donné, parce que s'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent en disant, voilà, nous, on a envie de faire ça, et qui créent des écoles, et qui créent d'autres manières de faire, et forcément, les institutions, elles regarderont ce qui se passe, et peut-être elles proposeront leur aide. Mais je pense que c'est déjà une prise de conscience citoyenne. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que parents aussi, comment on veut être aidés pour accompagner. Et que veulent nos enfants, d'ailleurs, ceux pour lesquels on veut quelque chose ? Qu'est-ce que veulent nos enfants ? C'est être heureux.
Hein, c'est déjà énorme. Et ils ne demandent pas à être des puits de science. Je ne dis pas que la science n'est pas intéressante, mais je veux dire, à un moment donné, quand on a dans la tête plus de choses, d'équations et de belles formules, et qu'on n'est pas connecté à son cœur, on peut faire des choses les plus terribles du monde. Mais pardonnez-moi un moment, que veulent nos enfants être heureux, mais quel type de bonheur, enfin pour eux, être heureux, c'est quoi? Parce que c'est peut-être là aussi que le monde des adultes est dans la confusion, soit dans la volonté inconsciemment de prolonger ce que l'on aurait voulu soi-même en tant qu'enfant avoir comme ce qu'on appelle être heureux, le transmettre, alors que peut-être à cette échelle-là, c'est déjà autre chose. Disons, je pense que c'est important d'amener les parents à poser un autre regard sur leurs enfants. Et à les écouter. Lequel, madame? Les écouter. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation qui se passe là, dans la maison là? Qu'est-ce que tu as comme idée pour que ça s'arrange? Par rapport à ce que tu fais, ce comportement qui n'est pas adapté à ton petit frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu rentres dans quelque chose où tu respectes ton petit frère? Il faut leur parler et les mettre en situation de réfléchir. Et dans les classes sur lesquelles on travaille, on crée, il y a le cercle de paix où ils peuvent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur et être juste écoutés. Donc ça ouvre l'empathie des autres. Et puis ensuite, il y a le cercle d'entraide. Parce que si à un moment donné, je répète inlassablement que telle personne me pousse dans les escaliers, je dis ce que ça me fait et que ça me perturbe et que ça continue, bon, là, on s'arrête et on mobilise la classe en disant, bon, on va trouver des solutions ensemble. Mais si cet élève-là n'arrive pas à se gérer là pour l'instant, comment on va trouver une solution pour que le groupe trouve quelque chose qui fonctionne? Et là, on est absolument stupéfait des capacités que les enfants, quand on les met à cette place-là, ont d'observer et de proposer des choses qui soient effectivement des solutions qui vont marcher ou pas, mais après c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'il y a des solutions avec des enfants quand ils ont un petit frère, un bébé dans la famille. Il y a une question qui se pose, est-ce que papa, maman, on ne pourrait pas jeter le bébé, il pleure tout le temps? Non mais c'est vrai ou faux? C'est quand même quelque chose qui leur vient très spontanément parce que voilà, ça vient remettre l'ordre. Mais ça parle de peur. Ils ont peur de perdre. Oui, non, mais une fois qu'ils ont ainsi exprimé que rien n'a été fait pour qu'on le jette ce bébé, peut-être qu'ils ne reviendraient plus à l'idée de vouloir s'exprimer. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous écoute dessus. Hein. Bientôt, un quart d'heure, un peu avant la fin de cette émission, pourrions-nous parler de ce rapport, justement, on parle des parents, des enfants, des jeunes, mais on peut donc parler des États et des administrés, parce que finalement, c'est peut-être un peu le même lien et... Cadeau pour qui? Moi, Allez-y, je vous en prie. Marie-Pierre l'a dit fort justement, besoin d'écoute. Moi, je suis vraiment, j'allais dire, effaré et impressionné par le fait que depuis pratiquement 18 ans, où je travaille avec des jeunes, en France, en Afrique, un peu partout dans le monde. Et personne ne vous écoute? C'est pas moi, j'ai pas besoin qu'on m'écoute, moi. J'ai dépassé... Personne ne les écoute. Ah, ça revient. Oui. Quand on leur demande c'est quoi leurs priorités, leurs aspirations, les classes, le premier, avoir un travail, ne pas être au chômage, machin. Deuxième, être bien éduqué. Des choses élémentaires. Élémentaires. Troisième, ils ont l'impression de ne pas être écoutés, on les regarde un peu en chien de faïence. Alors, si on met ça en corrélation avec ce que je disais au début, ils sont la majorité. L'avenir de demain. Même d'aujourd'hui même. D'aujourd'hui. Ils sont la majorité. Les citoyens de demain. Ils sont la majorité. Alors si cette majorité-là, on ne peut pas l'écouter, ceux qui gouvernent pour qui? Et surtout, quels adultes deviendront-ils vis-à-vis d'autres générations plus jeunes? Il y a toutes ces questions-là. Donc l'écoute d'abord. On va parler de ça en France. Quand le président Macron a été élu, tout le monde a pensé qu'un jeune président, il avait à peine 38-39 ans, il va beaucoup faire pour les jeunes. Il n'a pas fait plus que les autres. Est-ce que c'est la fonction? Est-ce que quand on est responsable, c'est-à-dire quand on devient parent, quand on n'a pas des enfants, on a des belles idées, et quand on devient parent, peut-être qu'on est un peu moins encombré. Quand on n'est pas aux affaires, on a aussi de belles idées, et peut-être que quand on est aux affaires, les choses s'articulent peut-être autrement que comme on l'aurait pensé. Vous n'êtes pas embarrassé avec cette question de paix et de jeunesse dans ce monde où on l'a vu, je ne voudrais pas revenir dessus, il manque cette écoute. Heureusement que Lady vous écoute depuis 2008, amis téléspectateurs. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, mais très sérieusement, on va vers la fin dangereusement et heureusement. Est-ce que ça vous réconcilie avec la vie d'entendre ce qui se dit, vous qui êtes allé ça et là, dans des zones de conflit, qui avez mené des actions avec brio? Est-ce que vous êtes vraiment optimiste? Alors, moi, ce que je vois évidemment, c'est qu'on vit un moment quand même de recomposition au niveau géopolitique, c'est mondial.
il y a beaucoup d'incertitudes sur le monde qui va se créer demain, mais je trouve que justement, il y a aussi beaucoup d'acteurs plutôt du terrain, parce que je crois beaucoup que la solution viendra elle vient de la terre, et elle vient de l'enracinement aussi, sur ces questions-là, je pense. Et donc de l'identité quelque part. Oui, forcément. oui. Forcément, oui. Et donc de l'individu. De l'individu. Mais au sein du collectif, et ce que je vois dans les pays, en fait, souvent on me pose une question, on me dit, mais t'as pas peur? Parce que bon, j'ai traversé l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, beaucoup de pays au Moyen-Orient. Avec ou sans voile? En Afghanistan avec mon abaya et en Iran avec mon voile aussi. C'est pas pour moi, c'est pour une copine que je pose la question. Mais à cette question-là, en fait, souvent, même quand j'ai été rencontrée, par exemple les talibans il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Donc, en fait, c'est le dialogue. On peut toujours discuter et il y a toujours des points de... En fait, on est plus nombreux. Alors, là, évidemment, je ne parle pas des... C'est un cas particulier, mais dans mes voyages, on est plus nombreux à vouloir vivre en paix qu'en guerre, en réalité. Tout le monde aspire, en fait, à vivre en famille, que ça se passe bien, avoir accès à l'eau, à l'électricité, pouvoir manger, l'éducation. Et tout ça, on oublie, en fait. On oublie parce que les médias nous abreuvent de guerres, de conflits... Pas dans les dits, vous écoute, voilà. Non. Au contraire, nous sommes en train de refaire le monde, n'est-ce pas? Allez-y, je vous prie. Et je pense que c'est vrai qu'on ne voit pas tout ce qui se met en place, tout ce qui se crée, tout ce que aussi le développement, que ce soit des nouvelles technologies, le numérique aussi qui a un bon côté, peut apporter aussi... peut servir de raccourci. Comme solution pour créer une génération. Je crois beaucoup en la jeunesse. Moi, c'est mon combat depuis 2016. Et je pense que c'est important, c'est de pouvoir leur donner les clés. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, pourquoi je peux aller partout dans le monde? Pourquoi j'arrive à discuter avec tout le monde? Et donc toutes ces questions-là, même quand on a créé le premier parcours Odyssée, c'est vrai qu'on a créé pour le cycle 3, donc c'est CM1, CM2, on est parti de l'autoportrait, donc évidemment de se définir soi-même, mais pour échanger avec l'autre, pour se présenter. Après, les traditions culinaires, parce que quand on est autour de la table, on parle et on est tous ensemble. Pour toucher le cœur, il faut passer par l'estomac. Et ça, c'est quelque chose qui marche. Forcément, on le voit bien. D'abord, on est toujours égaux devant la famine. Et après, on aime, on n'aime pas, on peut apprendre à aimer. Alors, on va commencer les tours de table avant la fin de ce programme dans un petit moment. Je voudrais vous laisser, alors qu'on va voir, pendant que vous prenez la parole, Marion, les images de ce que vous faites sur le terrain. Peut-être qu'on les a vues. Merci Moustapha Kanté qui réalise cette émission et que je remercie de nous les montrer, ces images-là. Quelle perspective? Parce que vraiment, on en parle et je voudrais partir d'ici, les images de Marion, j'entendais, je voudrais partir d'ici en ne laissant pas penser qu'on a juste parlé de la paix parce que c'est tendance, on en parle beaucoup, et puis plus rien. Alors que vraiment, il est urgent que les choses changent. Je suis d'accord. Donc déjà, moi, je me considère comme optimiste. Donc je crois vraiment que la paix est possible. Dans mon entourage, on m'appelle Miss France. Pas parce que j'en ai le physique, mais parce qu'apparemment, je prône des idées de ce type. Mais moi, j'y crois vraiment, premièrement, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place, parce qu'il y a de plus en plus d'associations. Parce qu'aussi, j'ai constaté qu'après la pandémie, il y a eu un vrai besoin de sens dans ce que nous faisons, dans comment nous agissons et dans la façon de mener nos vies quotidiennes. Et donc, je pense que le message de la paix passe mieux aujourd'hui qu'avant, parce que nous en ressentons plus le besoin. Et je pense que de plus en plus, nous allons aller vers peut-être des opposés en termes de positionnement, en termes d'opinion, mais plus nous allons communiquer sur la paix, en ayant des journalistes qui parlent de paix, en ayant des acteurs sur le terrain qui font la promotion de ce qu'ils font, qui disent que ce n'est pas quelque chose d'impossible, qui en montrent l'intérêt, plus nous allons avoir des personnes qui vont, je dirais, se rallier à cette cause-là. Et je crois vraiment au pouvoir de la population, parce quand on regarde dans l'histoire, on voit que quand la population se soulève, peu importe la puissance de l'État, l'État les écoute. Donc je pense vraiment que si nous sommes nombreux à penser que la paix est possible, à penser que l'éducation doit changer, avoir une éducation plus positive, plus tournée vers l'écoute. Parce que bon, moi je parle en tant que jeune, des fois je ne me sens pas écoutée. Je ne me sens pas écoutée, ici je me sens écoutée, ne vous inquiétez pas. Mais je ne me sens pas écoutée dans certaines sphères parce que je suis jeune. Mais ce n'est pas parce que je suis jeune que je n'ai pas d'opinion. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je n'ai pas d'idées, que je n'ai pas un vécu qui me rend légitime à les présenter. Donc je pense vraiment que plus on va être écouté, plus des personnes partageront ces idées-là et plus elles auront de l'impact.
Il faut des journalistes, nous dit Miss France. Oui. Pardon. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les concours... Nous devenons intimes. Oui, dans les concours de Miss, il leur est demandé non pas seulement d'être jeune et jolie, mais aussi d'avoir une vision du monde au sein duquel... leur engagement. Donc, oui, vous ne l'avez pas volé. Hein. Alors, sur les journalistes, je prends un risque de vous donner la parole avant les 2 dernières. Non, je vais aller très vite, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Allez-y. Donc sur les journalistes, il nous est dit, les journalistes, mais votre vision, voilà, votre vision de tout cela, est-ce que véritablement le monde va s'en sortir avec tout ce qu'on a dit, toutes ces contradictions que l'on relève? Alors, je ne sais pas si le monde en tant que tel va s'en sortir. Alors les jeunes, je sais que les jeunes sont très optimistes. Oui. Parce qu'il n'y a pas une autre façon de se réaliser que dans la paix. Vous savez, quand il y a la guerre, on l'a dit, hein, je ne vais pas y revenir, quand il y a une instabilité, quand il y a une insécurité, personne ne peut se réaliser. Personne. Ça veut dire que vous n'avez pas de perspective. Et ces jeunes ont conscience de cela et je pense qu'ils sont de plus en plus motivés justement à ce qu'ils vivent non seulement dans la paix, mais qu'ils aient des perspectives à venir. Parce que l'avenir, c'est aussi ça. C'est eux. Marie-Pierre? Eh bien, écoute, moi je dirais que nous sommes très nombreux à vouloir la paix. Si on vibre ça dans l'univers, eh bien les choses vont se passer en fait. Parce que je pense vraiment que c'est une question de delta en fait. Hein. Il n'y a peut-être pas encore assez de personnes qui y croient, mais il y en a de plus en plus. Et plus on visualise la paix, plus on l'incarne dans nos vies, plus on se dit je suis la paix et à chaque fois que je vais à un endroit, j'installe la paix et je veux la paix dans ma vie, plus on est porteur de cette intention, plus les choses vont aller dans ce sens-là. Moi j'y crois absolument. Donc c'est mécanique, ça ne peut que fonctionner. Écoute, au niveau de la physique quantique, on sait très bien aujourd'hui, hein, avec des scientifiques qui l'ont démontré, qu'effectivement, tout le monde est énergie, vibration. Donc si on vibre, non pas la peur, mais l'amour, eh bien ça va faire un changement de société. C'est à vous, Madame l'exploratrice, parce que quand on est allé ça et là, peut-être que ce qui fonctionnait dans une contrée est justement ce qui ne fonctionne pas du tout dans une toute autre contrée. Avez-vous été confronté à cela et comment voyez-vous l'avenir de la paix et de l'humain? Alors, c'est vrai que tous mes différents déplacements, surtout en zone de conflit, m'ont montré qu'il y avait toujours en fait un chemin vers il y a toujours la lumière dans le chaos. Et je pense que, et c'est là où je rejoins vraiment Marie-Pierre sur cette histoire de vibration, de partage. Et je pense que plus on va travailler sur ces questions-là, plus on va élargir le cercle et ça prendra du temps parce que ça se fait dans le temps long. C'est ça aussi qu'on oublie trop souvent et ce qu'oublient nos politiques qui n'ont pas vraiment de vision. Donc, comme aussi, c'est vraiment... donc moi, je pense que la paix, c'est le temps long, c'est une vision et donc c'est la jeunesse. Et moi, je suis assez optimiste pour ce qui va se passer dans les années à venir. Ce que nous vous souhaitons, c'est d'être aux affaires les uns les autres pour pouvoir apporter, impulser votre vision dans ce qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. La justice sociale est une imposture. Il faut donc de la paix, puisque chacun a donné son point de vue. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, et pour le donner, il faut aller chercher à la source qui nous donne la ressource. Nous parlons de la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. À bientôt.